Amara avait 19 ans, mais la vie l'avait vieilli bien au-delà de son âge. Ses paumes étaient rugueuses à force de travailler pendant des années. Ses pieds s'étaient endurcis à cause des kilomètres interminables qu'elle parcourait chaque jour. Ses épaules portaient des fardeaux qu'aucune adolescente ne devrait porter. Et ses yeux marrons doux mais fatigués, renfermaient des histoires de douleurs silencieuses, de rêves inavoués et d'une amertume qu'elle essayait désespérément d'avaler. Elle a grandi avec la faim, la solitude et des prières sans réponse. Son père avait disparu alors qu'elle avait à peine 4 ans, la laissant, elle et sa mère, dans une petite maison en zinc délabrée d'une seule pièce, à Colcan, à Enugu. Sa mère travaillait comme couturière et gagnait à peine de quoi acheter du gari. Puis, un soir pluvieux, quand Amara avait 12 ans, le destin porta son coup final. Sa mère s'effondra alors qu'elle cousait la robe d'une cliente, et ne se réveilla jamais. Depuis ce jour, Amara a marché seule. Pas de frère ni de sœur. Pas de parents. Pas d'aide. Juste la survie. À 16 ans, elle quitta l'école parce qu'elle ne pouvait plus payer les frais. À 17 ans, elle commença à laver des voitures dans un atelier de mécanique à New Haven. À 18 ans, elle avait appris à sourire face aux insultes, à supplier pour recevoir son salaire, à supporter les douleurs de la faim jusqu'à ce qu'elles passent comme des vagues. Et maintenant, à 19 ans, elle était devenue invisible. Juste une autre fille pauvre, luttant pour respirer dans un monde qui ne lui avait jamais demandé si elle allait bien. L'atelier était un endroit bruyant, rempli de coups de marteau, de sueur épaisse et d'odeurs d'huile moteur. Les hommes criaient, les apprentis juraient, les radios crachaient de la musique à travers des haut-parleurs cassés. Tout le monde avait un nom et une voix, sauf Amara. Pour eux, elle n'était pas une fille. Elle n'était même pas un être humain. Elle était la laveuse. Le propriétaire de l'atelier, Monsieur Bruno, l'appelait plus souvent fille inutile qu'Amara. Amara, si tu ne te dépêches pas avec cette voiture, je vais te remplacer, aboya-t-il ce matin-là. J'arrive, monsieur, répondit-elle doucement en frottant la Toyota Camry couverte de poussière, jusqu'à ce que ses bras lui fassent mal. Son salaire journalier était de 1500 Naira, parfois moins si monsieur Bruno était de mauvaise humeur. Et il était toujours de mauvaise humeur. Pendant qu'Amara travaillait, elle voyait passer des filles de son âge, bien habillées, portant des trousses de maquillage, riant avec leurs amis, vivant des vies dont elle ne pouvait que rêver. Parfois, elle se demandait ce que sa vie aurait été si sa mère avait vécu. Serait-elle à l'université? Serveuse dans un restaurant? Ou apprentie dans une maison de couture? Mais les rêves étaient un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. À midi, le soleil déversa sa chaleur sur elle comme du feu. La sueur coulait dans son dos. Sa chemise collait à sa peau. Elle s'arrêta un instant pour reprendre son souffle, regardant la même rue où elle avait vendu de l'eau en sachet pendant 2 ans. La même rue qu'elle avait autrefois parcourue pieds nus, mendiant le prix du transport. La vie l'avait humiliée trop de fois. Soudain, le bruit de l'atelier s'arrêta net. Les apprentis, habituellement agités comme des poules dispersées, se figèrent. Monsieur Bruno rajusta sa chemise. Un client ôta même sa casquette. Puis le son se fit entendre. Un ronronnement profond, doux et puissant. Une voiture entra dans la cour. Pas n'importe quelle voiture. Une Rolls-Royce fantôme. Noire, élégante, brillante comme un miroir sous le soleil. Sa calandre chromée reflétait tout l'atelier. Ses pneus semblaient flotter sur l'air. Ses vitres teintées cachaient la personne assise à l'intérieur. Le souffle d'Amara se coupa. Elle avait déjà vu des voitures chères, Lexus, Mercedes, Range Rover, mais ça, c'était un autre monde. Elle ne l'avait vu qu'à la télévision, dans les films, sur des panneaux publicitaires qu'elle croisait en marchant. La voiture s'arrêta lentement, avec grâce. Le silence tomba. Les mécaniciens s'essuyèrent les mains sur des chiffons sales comme s'ils étaient en présence de la royauté. La voix de monsieur Bruno devint soudain respectueuse, un ton qu'il n'utilisait jamais avec personne. « Bon après-midi, monsieur », dit-il en s'inclinant légèrement. Le chauffeur, vêtu d'un costume noir impeccable, descendit. Il marchait avec l'assurance que seule la richesse peut acheter. Il ouvrit légèrement la portière arrière comme pour ajuster quelque chose,
puis la referma. Amara remarqua quelque chose d'étrange. La vitre teintée de la banquette arrière descendit à moitié, puis s'arrêta. Elle ne voyait pas clairement le visage, seulement une silhouette vague, mais elle ressentit quelque chose, un calme étrange, comme si quelqu'un à l'intérieur observait tout. Observait tout le monde, même elle. Elle essaya d'ignorer cette sensation, mais son cœur battait plus vite. La voiture était comme de la magie. Trop belle. Trop propre. Trop parfaite pour son monde de métal rouillé et d'eau sale. Quelque chose l'attirait vers elle. Pas la cupidité. Pas la malice. Juste une admiration pure et innocente. Comme celle d'un enfant devant un jouet qu'il sait qu'il n'aura jamais. Elle murmura. Donc, ce genre de vie existe vraiment. Monsieur Bruno ordonna aux hommes de laver la voiture immédiatement, les avertissant de ne pas la rayer, de ne pas la salir, de ne même pas respirer trop près. Tout le monde obéit, sauf Amara. Elle n'était pas assignée à cette voiture. Elle n'était même pas autorisée à s'en approcher. Bruno avait été clair. Elle ne touchait que les vieilles voitures bon marché. Mais son cœur, curieux et innocent, ne put résister. Par l'arrière, là où personne ne regardait, elle s'approcha lentement de la Rolls-Royce. Ses pieds tremblaient. Ses paumes frissonnaient. Elle s'arrêta près de l'aile arrière et fixa la carrosserie. Son reflet la fixa en retour. Visage poussiéreux. Yeux fatigués. Chemise déchirée. Elle ne s'était jamais vue aussi clairement. Cette voiture, c'était comme un miroir de la vie qu'elle n'avait pas. Ses doigts se levèrent inconsciemment. Lentement. Doucement. Elle la toucha. Juste un doigt. Un tout petit contact. Mais ce seul contact suffisait au destin. Et la voix tonna. Amara sursauta. Monsieur Bruno fonça sur elle comme un taureau. 2 clients le suivirent, lourds de colère, le visage tordu par le dégoût. Amara, qu'est-ce que tu viens de faire? Cria monsieur Bruno. Elle recula, tremblante. Je suis désolé, monsieur. Je voulais juste. Avant qu'elle ne finisse sa phrase, une gifle claqua violemment sur son visage. Le monde tourna. Ses oreilles bourdonnèrent. Des larmes jaillirent, mais les coups ne faisaient que commencer. Les clients et le propriétaire l'encerclèrent, criant, insultant, levant les mains pour frapper encore. Les apprentis regardaient en silence, trop effrayés pour la défendre. Et à l'intérieur de la Rolls-Royce, la vitre teintée monta lentement. Quelqu'un avait tout vu. Quelqu'un dont la vie était liée à la sienne d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais Amara ne le savait pas. Tout ce qu'elle connaissait, c'était la douleur. La peur. Et le fait que son monde était sur le point de changer à jamais. Parce que le destin venait d'arriver, dans une Rolls-Royce noire. La gifle fut si violente qu'Amara sentit le monde basculer. Pendant un instant, elle n'entendit même plus le bruit de l'atelier. Tout devint silencieux, à part le bourdonnement dans ses oreilles et la brûlure vive sur sa joue. Elle fixa monsieur Bruno, les lèvres tremblantes, la respiration instable. « Monsieur, je suis désolé, » murmura-t-elle. « Désolé pourquoi ?» hurla monsieur Bruno en s'avançant comme un taureau enragé. « Est-ce que je t'ai dit de toucher cette voiture? Est-ce que je t'ai demandé de la laver ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, un client corpulent, portant une grosse chaîne en or, s'avança. « Les filles comme toi ne connaissent pas leur place, » ricana-t-il. « Tu crois que les affaires des riches sont faites pour que tu les touches. » Il la gifla à son tour fort, volontairement, cruellement. Amara chancela, manquant de tomber. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de cacher. Le second client, un homme mince en jean serré, la poussa brutalement à l'épaule. « Et, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux avant qu'on t'apprenne la leçon ici aujourd'hui. » Amara tomba à genoux, ses paumes frappant le sol rugueux en ciment. Une douleur fulgurante traversa ses mains, mais elle l'avala. Ce n'était pas la première fois qu'elle était humiliée dans cet atelier. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui était dangereux. « Je ne voulais rien abîmer, » supplia-t-elle d'une voix faible. « Je l'ai juste touché. » Le client corpulent repoussa ses sandales d'un coup de pied. « Tais-toi. Les pauvres comme toi ne touchent pas la richesse. Vous regardez seulement de loin. »
Il leva de nouveau la main. Cette fois, elle ne put esquiver. La gifle la projeta de côté. Elle tomba, s'écorchant le genou. Sa respiration devint courte et saccadée. Elle essaya de se relever, mais ses jambes tremblaient violemment. Monsieur Bruno l'attrapa par l'arrière de sa chemise et la traîna plus près de la Rolls-Royce. « Regarde ce que tu as fait !» cria-t-il en pointant l'empreinte de doigt à peine visible qu'elle avait laissée. « Tu sais combien cet homme paie? Tu veux me mettre dans les problèmes? »« Je suis désolé, monsieur, » pleura-t-elle. « S'il vous plaît, je ne voulais pas. » Sa phrase se termina dans un cri. Le client mince venait de lui frapper les jointures avec une petite clé, rapide et sans pitié. Elle serra sa main contre sa poitrine en gémissant. Le chaos envahit l'atelier. Insultes, cris, poussière qui s'élevait, des gens qui regardaient sans rien faire. Une seule personne réagissait différemment. La personne à l'intérieur de la Rolls-Royce. Derrière la vitre à moitié teintée, le chef d'Amen Aqua observait tout. Dès l'instant où la jeune fille avait touché la voiture, il l'avait remarquée. Non pas parce qu'elle était pauvre ou sale, mais parce que quelque chose dans la douceur de son expression lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu autrefois, quelqu'un qu'il avait laissé tomber il y a longtemps. Plus elle pleurait, plus sa mâchoire se crispait. « Monsieur, devons-nous repartir ?» demanda doucement le chauffeur. « Non, » répondit Damen. Ses yeux restaient fixés sur la jeune fille, son visage, son nez, la courbe de son menton, la façon dont elle mordait sa lèvre quand elle avait peur. C'était troublant. Terriblement familier. Une chaleur inconfortable monta dans sa poitrine. Il desserra légèrement son col. Pourquoi lui ressemble-t-elle autant à... Non. Il refusa de terminer cette pensée. Mais lorsqu'elle cria, un cri qui venait de l'âme, il sursauta. « Monsieur ?» demanda de nouveau le chauffeur. Damen inspira profondément. « Ouvre la porte. » Monsieur Bruno leva la jambe pour la frapper encore. Amara se recroquevilla sur elle-même, couvrant sa tête avec ses deux bras. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ressentait de la douleur partout dans le dos, les genoux, les doigts. Mais la pire douleur était à l'intérieur. La douleur d'être toujours celle sur qui le monde piétine. « Maman !» murmura-t-elle à travers ses larmes. « Tu as dit que quelqu'un me verrait un jour, mais personne ne m'a encore vu. » Le pied de Monsieur Bruno se mit en mouvement. Mais il ne retomba jamais. Une voix ferme trancha l'air comme une lame. « Ça suffit. » L'atelier se figea. Tous se tournèrent vers la Rolls-Royce. Le chauffeur avait ouvert la portière, et un homme grand, élégamment vêtu, en descendit. Sa simple présence imposait le silence. Son costume lui allait parfaitement. Sa montre brillait sous le soleil. Ses chaussures étaient lustrées comme un miroir. Chef d'Amen Aqua. L'un des hommes les plus riches du Nigeria. Amara leva lentement les yeux, la respiration tremblante. Elle ne le connaissait pas. Elle ne reconnaissait pas son visage. Mais quelque chose dans ses yeux, profonds, intenses, indéchiffrables, fit frissonner son cœur. Monsieur Bruno avala difficilement sa salive. « Bon après-midi, monsieur. Nous ne savions pas que vous alliez sortir. » Damen ne répondit pas. Ses yeux étaient rivés sur Amara. Il s'approcha, et plus il la regardait, plus son expression changeait. Choc, confusion, culpabilité, reconnaissance. Tout le monde observa, stupéfait, lorsqu'il s'agenouilla légèrement pour se mettre à sa hauteur. La respiration d'Amara se bloqua. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Damen se tourna vers son chauffeur. Sa voix était calme, mais chargée d'autorité. « Porte-la. » Des murmures de stupeur parcoururent l'atelier. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent. « Non, s'il vous plaît, je peux marcher. »« Ne discute pas, » dit doucement Damen. Le chauffeur la souleva avec précaution, comme si elle était quelque chose de fragile. Amara grimaça de douleur, mais ne résista pas. Monsieur Bruno paniqua. « Monsieur, s'il vous plaît, c'est une fille inutile. Elle a touché votre voiture. Elle... » Damen le regarda.
Et le froid dans ses yeux fit reculer même les apprentis. « Depuis quand est-ce un crime ?» demanda Damian. « De toucher ce qu'on admire. » Monsieur Bruno resta figé. Damen poursuivit. « Si toi ou l'un de ces hommes la touche encore une seule fois, vous le regretterez. » Personne ne parla. Personne ne bougea. Ils regardèrent, dans un silence stupéfait, le chauffeur du milliardaire installer la jeune fille couverte de bleu sur la banquette arrière de la Rolls-Royce. La même banquette que personne dans cet atelier n'avait osé toucher. La portière se referma doucement. La vitre teintée remonta. Et lorsque la voiture s'éloigna, l'atelier resta plongé dans un silence absolu. Mais à l'intérieur du véhicule, Damen jeta un dernier regard à la jeune fille, affaissée contre le siège. Et son cœur murmura une vérité qu'il n'était pas prêt à accepter. Elle lui ressemble tellement. Tellement à elle. À Ada. À la femme que j'ai abandonnée. Serait-ce possible? Il avala difficilement sa salive. Non. Impossible. Et pourtant, la ressemblance était trop forte, trop réelle, trop douloureuse. Quelque chose lui disait que cette jeune fille qu'il venait de sauver allait rouvrir un chapitre de sa vie qu'il croyait enterré à jamais. Le trajet vers l'hôpital sembla irréel pour Amara, trop faible pour comprendre ce qui se passait. Sa tête reposait doucement contre le siège en cuir, sa respiration était faible, ses yeux à moitié clos sous l'effet de la douleur. L'odeur de l'intérieur de la voiture fraîche, propre, luxueuse lui était inconnue. Elle n'avait jamais été dans une voiture climatisée, encore moins dans une Rolls-Royce. Et pourtant, elle était là. Une fille pauvre de Colcan, assise dans une voiture qui valait plus que tout son quartier. Ses doigts meurtris tremblaient légèrement sur ses genoux. Chaque bosse sur la route envoyait une onde de douleur dans son corps. Elle grimaçait en silence, essayant de ne rien montrer. Le chef d'Amen à quoi l'observait attentivement depuis l'autre côté de la banquette arrière. Il n'était pas un homme qui voyageait avec des inconnus. Ses rendez-vous étaient minutieusement planifiés, son emploi du temps serré, chacun de ses gestes calculés. Mais aujourd'hui, quelque chose s'était brisé en lui. Quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. « Roule plus vite », dit-il au chauffeur, la voix inhabituellement tendue. « Oui, monsieur », répondit le chauffeur en accélérant. Damian reporta son attention sur Amara. Elle paraissait si petite. Trop petite. Recroquevillée sur le siège, les yeux vacillant entre conscience et douleur. Sa joue était enflée. Il y avait du sang séché sur sa lèvre. Ses jointures étaient devenues violettes. Il sentit un nœud se former en lui. Un nœud de colère, de culpabilité, et de quelque chose de plus profond qu'il refusait de nommer. Il s'éclaircit la gorge. « Comment t'appelles-tu » Elle cligna lentement des yeux. « Amara » murmura-t-elle. Quelque chose en lui réagit violemment à ce nom. « Amara » Son cœur frappa une fois, fort. Mais son visage resta impassible. « Quel âge as-tu » 19 ans, monsieur. Un autre choc le traversa. Exactement l'âge qu'elle aurait eu. Si. Non. Il chassa immédiatement cette pensée. « Depuis combien de temps travailles-tu là-bas » demanda-t-il. « 2 ans, monsieur. » Sa voix était si douce, si fragile, comme si elle avait été usée par des années d'indifférence. « Est-ce qu'il te traite comme ça tout le temps » demanda-t-il à voix basse. Elle hésita. « Je suis habitué, monsieur. » Sa mâchoire se crispa. Ces mots le transpercèrent profondément, comme une vieille blessure qui se rouvre. Il expira lentement. « Tu ne devrais pas. » Elle ne répondit pas. Elle détourna le regard, gênée. Elle ne voulait pas donner l'impression de chercher de la pitié. Elle ne le faisait pas. La vie lui avait appris que la pitié n'avait aucune valeur. On endure. C'est tout. La voiture s'arrêta devant l'entrée d'un hôpital privé. Des infirmières accoururent immédiatement en reconnaissant l'homme qui descendait. « Bon après-midi, chef Aqua. Soyez le bienvenu, monsieur. Comment pouvons-nous vous aider » Damen désigna la voiture. « Elle est blessée. Soignez-la immédiatement. » Les infirmières se dépêchèrent. L'une ouvrit la portière arrière. Quand Amara tenta de se lever, elle manqua de s'effondrer.
Une infirmière la rattrapa. Doucement, ma chérie. Prenez votre temps. De façon inattendue, Damian tendit la main et la soutint par le bras. Amara leva les yeux vers lui, surprise par ce geste. Personne ne l'avait touché avec douceur depuis des années. Merci, murmura-t-elle. Il hocha simplement la tête et recula. On la conduisit sur un brancard vers les urgences. Damen suivit. Il s'assit devant la salle pendant qu'on s'occupait d'elle. Une infirmière nettoya ses plaies, appliqua une pommade et banda ses jointures. Une autre lui apporta de l'eau tiède pour qu'elle boive. Un médecin vérifia qu'elle n'avait aucune fracture. Pendant tout ce temps, Damian resta immobile, les mains serrées, le front plissé, l'esprit en ébullition. Il ne s'était pas senti aussi troublé depuis très longtemps. Pas depuis 19 ans. Pas depuis l'erreur qu'il portait comme une cicatrice. À l'intérieur de la salle, Amara était allongée, fixant le plafond blanc de l'hôpital. Tout lui semblait irréel. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images de l'atelier lui revenaient. Le visage de Bruno déformé par la colère. La clé frappant ses doigts. Les coups. Les rires. Puis elle se rappela l'instant où tout avait changé. Ça suffit. Cette voix. Forte. Calme. Protectrice. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait réchauffé sa poitrine. Personne n'avait jamais parlé pour elle. Personne ne l'avait jamais protégée de la douleur. Pourquoi cet homme, cet inconnu riche et puissant, se souciait-il d'elle? Elle tourna faiblement la tête et le vit assis derrière la vitre, la regardant avec inquiétude. Il avait l'air d'un homme chargé de secrets. D'un homme qui avait connu la douleur lui aussi, malgré sa richesse. Un homme qui connaissait la perte. Leurs regards se croisèrent. Il détourna aussitôt les yeux. 30 minutes plus tard, le médecin sortit. « Monsieur, dit-il respectueusement. Elle est stable. Pas de fracture, mais sa main lui fera mal pendant une semaine. Elle est déshydratée et sous-alimentée. Elle a besoin de repos, de repas corrects et de soins. Je m'occuperai de tout, répondit Damen. Le médecin hocha la tête et s'en alla. Damian se leva et se rapprocha de la vitre. À l'intérieur, Amara était assise faiblement. Monsieur, l'appela-t-elle doucement. Il entra dans la pièce. Elle baissa les yeux avec timidité. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous m'aidez, mais merci. Il déglutit. Il ne savait pas quoi répondre. Comment lui expliquer que quelque chose dans son visage l'avait frappé comme la foudre? Comment lui dire que ses yeux lui rappelaient quelqu'un qu'il avait perdu? Comment avouer que ses pleurs avaient réveillé en lui quelque chose qu'il croyait mort? Il se contenta de dire. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Des larmes roulèrent silencieusement sur la joue d'Amara. Il hésita, puis s'assit à côté de son lit. Amara, dit-il lentement. Que sont devenus tes parents? Elle essuya ses larmes. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Mon père est parti quand j'étais petite. Je ne me souviens pas de lui. Damen sentit son estomac se nouer. Il détourna le regard, faisant semblant d'ajuster son bouton de manchette. Comment s'appelait-il? Demanda-t-il prudemment. Elle secoua la tête. Maman ne me l'a jamais dit. Elle disait qu'il était parti avant que je puisse parler. Damen se figea. Un frisson glacé lui parcourut le corps. Lentement, presque avec crainte, il leva les yeux vers elle. As-tu quelque chose qui lui appartenait? Une photo? Une lettre? Amara secoua la tête. Non, monsieur. Rien. Le nœud dans sa poitrine se resserra davantage. Il se racla la gorge. Amara, cela te dérangerait-il si je demandais à l'hôpital de faire quelques examens, juste pour vérifier que tout va bien? Elle hocha la tête innocemment. Oui, monsieur. Mais ce n'était pas le véritable test qu'il avait en tête. Damen sortit et s'approcha discrètement du médecin. Faites un test ADN, dit-il. Comparez son échantillon avec le mien. Faites-le discrètement. Le médecin cligna des yeux. Monsieur, est-ce qu'elle? Faites-le, dit Damian sèchement, puis il adoucit sa voix. S'il vous plaît. Lorsque le médecin s'éloigna, Damen s'adossa au mur, le cœur battant violemment. Était-ce possible?
Après toutes ces années, après tous ces regrets, ces nuits sans sommeil, après avoir cherché, échoué, puis tenté d'oublier. Cette jeune fille blessée, à la voix douce, pouvait-elle vraiment être son enfant? Il ferma les yeux avec force. Si c'était le cas, alors ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas un accident. C'était le destin qui revenait le chercher. Et si ce n'était pas le cas? Pourquoi la regarder donnait-il l'impression de fixer le miroir d'un passé qu'il avait lui-même détruit? Quoi qu'il en soit, la vérité arrivait. Et elle l'effrayait. Pour la première fois depuis longtemps, Amara dormit sur un lit doux. Pas de moustiques bourdonnant près de ses oreilles. Pas de sol en ciment froid contre son dos. Pas la peur qu'on la chasse au milieu de la nuit. Juste de la chaleur. Du silence. Et l'étrange réconfort d'être prise en charge. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait doucement à travers les stores de l'hôpital. Elle cligna des yeux, confuse. Pendant un instant, elle oublia où elle se trouvait. Puis les souvenirs revinrent. L'atelier. Le passage à tabac. La Rolls-Royce. L'homme à la voix calme et aux yeux intenses. Son cœur battit plus vite. Elle se redressa lentement, malgré les douleurs dans son corps. Des bandages couvraient ses jointures. Sa joue était encore enflée, mais elle se sentait en sécurité. Un léger coup frappa à la porte. Avant qu'elle ne réponde, la porte s'ouvrit doucement. Le chef d'Amiens entra, vêtu d'un costume bleu marine d'un prix inimaginable. Sa présence remplissait la pièce, silencieuse mais puissante, douce mais autoritaire. En la voyant réveillée, un soulagement traversa son visage avant qu'il ne tente de le dissimuler. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. « Un peu mieux, monsieur, » répondit-elle timidement. « Merci pour tout. » Il hocha la tête, puis posa une petite boîte de nourriture sur la table de chevet. « Je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu as besoin de force. » Amara cligna des yeux, surprise. Les milliardaires n'apportaient pas de nourriture. Ils envoyaient des gens. Ils donnaient des ordres. Ils observaient de loin. Mais lui était assis à côté de son lit, comme un père prenant des nouvelles de son enfant. Cela la troubla. Il la regarda ouvrir la boîte et prendre une petite bouchée. Ses mains tremblaient légèrement. « Tu ne mangeais pas bien avant » observa-t-il doucement. Elle baissa les yeux. « Je n'avais pas toujours à manger, monsieur. » Sa gorge se serra. Elle poursuivit, d'une voix douce. « Parfois, je travaillais tard pour pouvoir manger à l'atelier. Parfois, je dormais le ventre vide. Je suis habitué. Habitué à la faim, à la douleur, à être invisible. » Ces mots le transpercèrent comme une lame. Il déglutit difficilement. Aucun enfant ne devrait s'habituer à souffrir. Elle le regarda avec une innocence confuse. « Monsieur, pourquoi vous souciez-vous autant de moi? Je ne suis personne. » Quelque chose se brisa en lui. « Tu n'es pas personne, » dit-il doucement. Mais elle ne comprit pas la profondeur de ces mots. Plus tard dans la matinée, Damian rencontra le médecin en privé. Le médecin tenait une enveloppe à la main, les résultats de l'ADN. Le cœur de Damen battait à tout rompre lorsqu'il la prit. Ses doigts tremblaient légèrement. Pendant 19 ans, il avait cherché une conclusion. Et maintenant, cette enveloppe pouvait la contenir. Il inspira profondément, puis l'ouvrit. Ses yeux parcoururent les lignes. Il se figea. Une vague de chaleur l'envahit. Ses mains se resserrèrent sur le papier. Il relut encore et encore. Le médecin attendait en silence. Damian ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, des larmes coulèrent sur son visage. Pas des sanglots bruyants. Pas des larmes théâtrales. Juste des gouttes silencieuses, lourdes de 19 années de culpabilité. « Elle est à moi » murmura-t-il. Le médecin hocha doucement la tête. « Oui, monsieur. » Damian s'adossa au mur, couvrant sa bouche pour empêcher sa respiration de trembler. Le test ADN était formel. Il n'y avait aucun doute. Amara, la jeune fille de 19 ans, meurtrie et fragile qu'il avait sauvée la veille, était sa fille. Son enfant perdu. L'enfant qu'il croyait mort. L'enfant qu'il avait un jour pensé ne pas mériter. L'enfant pour qui il n'avait pas su se battre.
Son cœur lui donnait l'impression de se briser de l'intérieur. « Je l'ai abandonnée, balbutia-t-il. J'ai abandonné mon propre sang, et elle a souffert pendant toutes ces années. » Le médecin posa une main sur son épaule. « Monsieur, vous ne saviez pas. Mais j'aurais dû la retrouver, » murmura Damen. La culpabilité l'engloutit entièrement. Les souvenirs qui l'avaient enfermé revinrent avec violence. La dispute avec la mère d'Amara, Ada. Les mensonges que sa famille jalouse lui avait racontés. Lui disant qu'Ada avait quitté la ville enceinte. Qu'on lui avait affirmé que l'enfant était morte avec elle. Les nuits blanches qui avaient suivi. Le deuil. Les regrets portés en silence. Il y avait cru. Il avait avalé le mensonge. Et maintenant, la vérité se tenait devant lui sous la forme d'une jeune fille qu'il avait des voitures pour survivre. Une fille battue pour avoir touché un luxe qu'elle avait pourtant le droit d'hériter. Il essuya rapidement ses larmes, essayant de reprendre contenance. Le médecin l'observa attentivement. « Monsieur, est-ce qu'elle sait ?» »« Non, » murmura Damen. « Pas encore. » Le médecin hocha la tête. « Prenez votre temps. Ce genre de vérité doit être révélé avec douceur. » Mais Damian savait qu'il n'avait pas de temps. Le propriétaire de l'atelier, M. Bruno, avait appris qu'Amara était avec le milliardaire. Et des hommes comme Bruno détestaient perdre le contrôle. Damian n'avait aucune idée jusqu'où cet homme pouvait aller pour se protéger. Il retourna dans la chambre d'Amara. Elle leva vers lui un regard curieux et innocent. Mais lui voyait plus que cela. Il voyait la forme des yeux d'Ada. La douceur du sourire d'Ada. L'innocence obstinée de la jeunesse d'Ada. Sa poitrine se serra douloureusement. Elle était l'image d'Ada. En plus jeune. Amara remarqua son regard étrange et détourna les yeux, nerveuse. « Monsieur, est-ce qu'il y a un problème ?» Il força un sourire. « Non, je réfléchis simplement. » Elle hocha la tête. Il se rassit, la voix douce. « Amara, j'ai besoin de te poser une question importante. » Elle avala sa salive. « D'accord, monsieur. »« Ta mère, a-t-elle déjà mentionné quelqu'un? Un homme qu'elle aimait? Un nom ?» Amara fronça les sourcils, réfléchissant. Elle disait seulement que mon père était son premier amour. Elle disait qu'ils voulaient être ensemble, mais que quelque chose s'était mal passé. Elle pleurait chaque fois que je posais des questions, alors j'ai arrêté. Elle baissa les yeux. Elle n'a jamais dit son nom. Elle disait juste qu'il n'était pas un mauvais homme, seulement perdu. Le cœur de Damen se brisa à nouveau. Perdu. Pas mauvais. Même dans la mort, Ada le protégeait encore. Amara releva la tête. « Monsieur, pourquoi vous me demandez cela ?» Sa voix était à peine audible. « Parce que ton père n'est peut-être pas loin de toi. » Elle cligna des yeux, confuse. « Vous le connaissez ?» Damian hésita. Comment dire à une fille abandonnée par la vie que son père est l'un des hommes les plus riches du pays? Pas encore, pensa-t-il. Pas avant qu'elle soit plus forte. Pas avant qu'elle puisse comprendre. Pas avant le bon moment. Il posa doucement la main sur sa main bandée. « Amara, est-ce que tu me fais confiance ?» Elle le fixa longuement vraiment et vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez un homme. La sincérité. La douceur. La douleur. « Oui, » murmura-t-elle. Il expira lentement, soulagé. « Bien. Parce que je vais t'aider, et plus rien ne te fera du mal. » Elle hocha la tête. Mais à cet instant, une infirmière entra précipitamment, essoufflée. « Monsieur, quelqu'un fait du scandale à l'accueil. » Damen se leva brusquement. « Qui ?» Le propriétaire de l'atelier, Monsieur Bruno. Il crie que la jeune fille a volé quelque chose et qu'elle doit être remise sous sa garde. Amara halta, son visage pâlit. Les yeux de Damian s'assombrirent. Une tempête se leva dans sa poitrine. « Reste ici, » dit-il fermement. Puis il sortit de la chambre, prêt à affronter l'homme qui avait failli battre sa fille à mort. Et prêt à révéler une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. L'accueil de l'hôpital était en plein chaos. Les patients s'écartaient. Les infirmières murmuraient nerveusement. Les agents de sécurité hésitaient près de l'entrée.
Et au milieu de tout cela, Monsieur Bruno faisait les 100 pas, furieux, criant assez fort pour faire vibrer les portes vitrées. « J'ai dit de faire sortir cette fille » aboya-t-il. « C'est une voleuse. Elle s'est enfuie après avoir endommagé un bien. J'appellerai la police si vous ne la relâchez pas immédiatement. » Sa voix résonnait dans le couloir, chargée d'arrogance. Quelques personnes murmuraient avec compassion. D'autres fronçaient les sourcils. Mais personne n'osait intervenir. Ils avaient déjà vu des vidéos de passage à tabac devenir virales en ligne. Des hommes comme Bruno savaient toujours comment déformer l'histoire. Monsieur Bruno frappa violemment le comptoir. « Appelez-la. Faites-la sortir. Elle doit me suivre maintenant. » Une infirmière avala sa salive, nerveuse. « Monsieur, c'est une patiente. Elle a été battue. »« Et alors ?» hurla Bruno, la salive jaillissant. « Elle l'a mérité. Qui lui a dit de toucher la voiture d'un milliardaire? Elle voulait la voler. » Quelques personnes poussèrent des exclamations. À ce moment précis, les doubles portes menant au service privé s'ouvrirent. Le chef d'Amiens Aqua en sortit. Ses pas étaient lents, mesurés, lourds d'une colère maîtrisée. L'air changea. Les têtes se tournèrent. Des murmures parcoururent la salle. « C'est lui, le milliardaire. Mon Dieu, le propriétaire de la Rolls-Royce. Pourquoi est-il ici ?» La mâchoire de Bruno se décrocha. La sueur perla instantanément à ses tempes. Damen s'arrêta devant lui. « C'est vous qui criez pour réclamer ma patiente ?» demanda-t-il. Bruno se redressa, tentant de paraître confiant, mais sa voix tremblait. « Chef à quoi, monsieur, bon après-midi. Je ne savais pas que vous. » « Vous ne saviez pas, répéta Damen calmement. Mais vous saviez qu'elle était blessée. Bruno avala difficilement. Monsieur, c'est mon employé. Elle s'est enfuie. Elle doit me suivre. Damian leva brusquement la main. Le silence tomba. Vous l'avez battue, dit Damen d'une voix calme, mais dangereusement douce. Vous et vos clients. Vous l'avez humiliée. Vous avez presque brisé ses doigts. Vous l'avez traitée de voleuse. Bruno bégaya. Je la disciplais. Elle a touché votre voiture, monsieur. Imaginez un peu l'audace. Damian s'avança, les yeux en feu. Imaginez, répéta-t-il. Imaginez une jeune fille admirant quelque chose de beau. Imaginez-la toucher une voiture par émerveillement, pas par malveillance. Imaginez-la vivre une vie sans luxe, sans amour, sans personne pour la protéger. Sa voix monta. Imaginez-la battue comme un animal pour une erreur qui n'a fait de mal à absolument personne. Bruno recula, visiblement ébranlé. Monsieur, je vous en prie. La voix de Damian devint glaciale. Laissez-moi vous poser une question, monsieur Bruno. Si elle avait été riche, claire de peau ou habillée avec élégance, l'auriez-vous battue? Les lèvres de Bruno s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La vérité était évidente. Damian hocha lentement la tête. Exactement. La salle était devenue si silencieuse que même le bruit de la climatisation semblait assourdissant. Bruno tenta une dernière défense. Monsieur, ce n'est pas juste. Elle est pauvre. Elle est... Les yeux de Damian s'embrasèrent d'une fureur qui cloua Bruno sur place. Être pauvre, dit-il lentement, n'est pas un crime. Mais battre une fille sans défense en est un. La tension était électrique. Bruno se lécha les lèvres, nerveux. Monsieur, quoi qu'il en soit, elle travaille pour moi. Elle doit me suivre. Je suis son patron. Damian s'approcha jusqu'à être face à face avec lui. Tu n'es plus son patron, dit-il calmement. Bruno cligna des yeux. Monsieur? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, poursuivit Damen, personne n'a le droit de contrôler sa vie, à part la personne responsable d'elle. Bruno fronça les sourcils. Et qui est-ce, monsieur? Les gens se penchèrent en avant. Les infirmières retenaient leur souffle. Les agents de sécurité s'immobilisèrent. Même la réceptionniste cessa de taper. Damen inspira profondément. Un souffle long, lent, chargé d'émotion.
Celui qui précède une vérité trop lourde pour être cachée plus longtemps. Puis il prononça les mots d'une voix qui fit trembler la pièce. Moi. Bruno parut confus. Monsieur. Les yeux de Damian brillaient de larmes contenues. Sa voix tremblait, non pas de faiblesse, mais sous le poids de 19 années de culpabilité. Touche-la encore une seule fois, dit-il. Et tu auras affaire à moi. Bruno déglutit bruyamment. Damian poursuivit, plus fort, pour que tout le monde entende. Parce que cette fille que tu as battue, cette fille que tu as insultée, cette fille que tu as traitée d'inutile. L'hôpital était figé. Les gens se penchaient, des téléphones levés discrètement pour filmer. Le silence devenait presque palpable. Puis Damen déclara, d'une voix ferme et pleine de vérité. C'est ma fille. Un souffle collectif parcourut toute la salle. Mon Dieu! Murmura quelqu'un. Sang de Dieu! Dit un autre. Une infirmière faillit laisser tomber le plateau qu'elle tenait. Le visage de Bruno se décomposa d'horreur. Ses genoux fléchirent. Il s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. Quoi? Balbutia-t-il. Ma fille, répéta Damen fermement. Et tu l'as battue. Bruno tomba aussitôt à genoux. Monsieur, je ne savais pas. Monsieur, je vous en prie. Je le jure. Je ne savais pas. Si j'avais su. L'expression de Damen se durcit. Si tu avais su, elle n'aurait jamais été touchée. Alors ce n'est pas de la discipline, c'est de la discrimination. Bruno se mit à pleurer. Monsieur, pardonnez-moi. Damian leva de nouveau la main. Ne me supplie pas. Supplie la fille que tu as brutalisée. Bruno regarda autour de lui, perdu. Où est-elle? Une voix douce répondit derrière eux. Elle est ici. Tout le monde se retourna. Amara se tenait dans l'embrasure du couloir, enveloppée dans une blouse d'hôpital, sa main bandée serrée contre sa poitrine. Ses yeux étaient grands ouverts, confus, remplis d'émotions qu'elle ne savait pas encore comprendre. Damian se retourna immédiatement, son visage s'adoucissant. Il s'avança lentement vers elle. Elle murmura. « Monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire ?» Il s'arrêta devant elle. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Ses yeux à elle tremblaient. Les siens brillaient de larmes. Leur respiration était saccadée. Puis, d'une voix brisée sous le poids de 19 années perdues, Damen dit. « Amara, je suis ton père. » Son monde s'arrêta. Ses jambes fléchirent. Les larmes coulèrent sur ses joues. « Non, » murmura-t-elle. « Mon père est mort. Il n'est jamais revenu. » La voix de Damian se brisa. « Je ne savais pas, Amara. Je te le jure, je ne savais pas que tu avais survécu. Je ne savais pas que ta mère te portait encore. Ils m'ont menti. Ils m'ont dit que mon enfant était mort. » Les larmes coulaient librement sur son visage. Il tendit la main vers elle très lentement, lui laissant le temps de se retirer. Elle ne le fit pas. Lorsqu'il effleura doucement ses doigts, elle éclata en sanglots. Tout l'hôpital observait, stupéfait. Damian s'agenouilla devant elle, le milliardaire du Nigeria, à genoux devant une jeune fille pauvre et meurtrie. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Je t'en prie, pardonne-moi. » Elle tremblait violemment tandis que la réalité s'abattait sur elle. L'homme qui l'avait sauvée. L'homme qui avait pris soin d'elle. L'homme dont le regard lui semblait étrangement familier. Le propriétaire de la voiture qu'elle admirait. C'était le père pour lequel elle avait prié toute sa vie. Elle s'effondra dans ses bras, sanglotant sans retenue. Il la serra fort contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux, murmurant. « Je suis là maintenant. Je ne te perdrai plus jamais. » Et pour la première fois en 19 ans, Amara comprit ce que signifiait être aimée. Même après cette révélation, le couloir de l'hôpital resta figé. Les gens regardaient le milliardaire à genoux, tenant la fille qu'ils considéraient autrefois comme insignifiante. Des infirmières essuyaient discrètement leurs larmes. Des patients murmuraient des prières. Même les agents de sécurité baissaient la tête avec respect. Mais dans les bras de Damian, Amara tremblait, partagée entre soulagement et incrédulité. Était-ce réel?
L'homme qui l'avait sauvé était-il vraiment son père? L'homme qu'elle avait imaginé en grandissant, celui qu'elle avait tant désiré connaître? Sa voix était à peine audible. Tu es, mon père. Damian la serra plus fort. Oui, Amara. Tu es mon sang. Elle pleurait sans contrôle, s'agrippant à sa chemise comme si elle craignait qu'il disparaisse. Pendant 19 ans, elle avait porté le poids du rejet, de l'abandon, de la faim et de la solitude. Et maintenant, toutes ces années jaillissaient de sa poitrine en vagues qui secouaient tout son corps. Damian caressa doucement l'arrière de sa tête, comme un père apaisant un nouveau-né. Tu as survécu à toute cette douleur, mon enfant. Mais plus jamais. Jamais plus. Lorsqu'elle se calma enfin, il souleva doucement son menton. Ses yeux brillaient de larmes. Viens, murmura-t-il. Puis il la souleva littéralement du sol, et la ramena dans sa chambre d'hôpital. Il ne laissa pas les infirmières l'aider. Il ne voulut pas des gardes. Il ne se souciait pas des regards. Il voulait sa fille dans ses bras. Après l'avoir délicatement installée dans le lit, il s'assit à côté d'elle et essuya ses joues. « Repose-toi, dit-il doucement. Je ne quitterai pas cette chambre. » Et il tint parole. Pendant des heures, il resta là, à la regarder respirer, guérir, à contempler le miracle qu'il n'avait jamais imaginé retrouver. 2 jours plus tard, Amara quitta l'hôpital. Mais elle ne retourna pas à l'atelier. Elle ne retourna pas dans l'abri où elle dormait autrefois. Elle ne retourna pas à la faim. Damen ouvrit lui-même la portière arrière de la Rolls-Royce. Elle hésita, submergée. « Monsieur. Pardon, je veux dire, papa. Tu es sûr ?» Les larmes remplirent instantanément les yeux de Damian lorsqu'elle l'appela papa pour la première fois. « Oui, murmura-t-il. C'est ta place. » Elle monta doucement, sentant le cuir souple sous ses doigts. Cette voiture, qui symbolisait autrefois un monde trop élevé pour elle, était désormais le siège qu'elle occuperait en tant que fille de son propriétaire. Damian la suivit, essuyant ses yeux. Le chauffeur quitta l'hôpital. Amara regardait la ville défiler à travers la vitre teintée. Des endroits où elle marchait pieds nus. Des endroits où elle mendiait de la nourriture. Des endroits où elle travaillait jusqu'à ce que ses mains saignent. Maintenant, elle les voyait depuis la fenêtre d'une Bentley. La vie. Le destin. Dieu. Tout avait changé. Elle se tourna vers Damian. « Papa, que s'est-il passé? Pourquoi ne savais-tu pas que j'existais ?» Il inspira profondément, la douleur traversant son visage. « J'étais jeune, naïf et aveuglé par des gens en qui j'avais confiance, dit-il. Ta mère, Ada, elle était mon cœur, mon premier amour. Mais ma famille la détestait parce qu'elle était pauvre. » Amara écoutait, les larmes déjà prêtes à couler. « Ils m'ont menti, » poursuivit-il. « Ils ont dit qu'elle avait quitté la ville. Quand j'ai essayé de la retrouver, ils m'ont dit qu'elle était morte dans un accident avec l'enfant qu'elle portait. » Amara porta la main à sa bouche, choquée. « Je l'ai pleuré pendant des années, » murmura-t-il. « Puis, après ce mensonge, j'ai perdu espoir. J'ai arrêté de chercher. Je croyais que mon enfant était parti. Je croyais que tu étais parti. » Une larme glissa sur sa joue. « Et pendant tout ce temps, tu étais en vie. Tu souffrais. Tu te faisais battre pendant que je vivais dans des palais. » Il secoua la tête, la voix brisée. « Je t'ai abandonné. J'ai échoué envers toi. J'ai échoué envers ta mère. » Amara tendit sa main bandée et toucha la sienne. « Tu ne savais pas, » murmura-t-elle. « Maman disait, ce n'était pas un mauvais homme, juste perdu. » Damen ferma les yeux, luttant contre ses larmes. « Elle avait raison, » murmura-t-il. Lorsqu'ils arrivèrent devant son manoir, les grilles s'ouvrirent automatiquement. Amara halta. Un immense domaine s'étendait devant elle. Des pelouses verdoyantes. De grands palmiers. Une fontaine plus haute que tous les bâtiments dans lesquels elle avait jamais vécu. Le manoir brillait comme du marbre blanc touché par la lumière du ciel. « Bienvenue chez toi, » dit doucement Damen. Son cœur battait à tout rompre. « C'est chez moi. » Il sourit tristement. Ça aurait dû l'être depuis longtemps. Ils entrèrent.
Les employés de maison accoururent pour les saluer. Bon après-midi, monsieur. Bienvenue, monsieur. Oh, monsieur, est-ce que... Damian leva la main pour faire taire les murmures. Voici ma fille. Traitez-la avec le même respect que moi. Le souffle d'Amara se coupa. Par ici, dit Damen en la conduisant vers une chambre magnifiquement décorée, plus grande que tout l'immeuble où elle vivait autrefois. Un lit king size. Un lustre. Une armoire plus grande que son ancienne maison. Un tapis si doux qu'on aurait dit marcher sur des nuages. Amara se couvrit la bouche tandis que les larmes coulaient. Papa, je ne peux pas rester ici. C'est trop. Il la tourna doucement vers lui. Tu mérites plus que ça. Tu mérites tout. Elle le serra de nouveau dans ses bras. Et lui la tint comme un père, terrifié à l'idée de perdre son enfant une seconde fois. Mais tout n'était pas simple dans cette nouvelle vie. Damian avait des enfants issus d'un mariage ultérieur. Chinello, 22 ans, et Daniel, 20 ans. Lorsqu'ils rentrèrent et apprirent qu'une fille de la rue était désormais l'aînée de leur père, les tensions éclatèrent. « Papa, comment pouvons-nous lui faire confiance ?» demanda froidement Chinello. « Tu l'as rencontrée hier seulement, » ajouta Daniel. « Et si elle mentait ?» La voix de Damian tonna. « Assez. Le test ADN le confirme. C'est mon enfant. » Les frères et sœurs échangèrent des regards nerveux. Amara baissa la tête, se sentant déjà de trop. Cette nuit-là, elle pleura des larmes de gratitude et de peur. Était-elle prête pour ce nouveau monde? Serait-elle acceptée? Damian frappa doucement et entra. Elle essuya rapidement ses yeux. « Désolé, je ne voulais pas. »« Tu n'as pas à t'excuser de ressentir, » dit-il doucement. Il s'assit près d'elle. « Amara, demain nous recommençons ton éducation. Tu retourneras à l'école. » Son cœur s'arrêta. « L'école? » ?»« Oui, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Ta vie recommence à zéro. » Elle se couvrit le visage et éclata en sanglots. Tous ses rêves, ceux qu'elle avait enterrés, commencèrent à renaître. Il la serra dans ses bras. « Et aussi, je veux te montrer quelque chose. » Il lui tendit une vieille petite photo. Amara halta. C'était une version plus jeune de sa mère, enceinte, souriante, rayonnante. Au dos, l'écriture de sa mère. « Damian, si jamais tu vois notre enfant, dis-lui qu'elle a toujours été désirée. » Amara pleura à chaudes larmes, serrant la photo contre sa poitrine. « Papa, maman ne te détestait pas. » Damian secoua la tête, les larmes coulant. « Elle m'a aimé jusqu'à son dernier souffle. » Ils pleurèrent ensemble longtemps. Deux âmes perdues enfin réunies par le destin. Les semaines passèrent. Amara retourna à l'école, une vraie école avec des livres, un uniforme et de nouvelles chaussures. Elle eut du mal au début, mais avec des tuteurs supplémentaires, elle commença à exceller. Elle rejoignit des programmes de mentorat. Elle visita des orphelinats et fit des dons discrètement. Un jour, elle retourna au même atelier de mécanique, escortée par la police. Monsieur Bruno fut arrêté pour coups et blessures, travail des enfants et menaces. Il tomba à genoux en suppliant. « Amara, ma fille, pardonne-moi. » Elle le regarda en silence, non pas avec haine, mais avec force. « Je te pardonne, » dit-elle doucement. « Mais tu dois répondre devant la loi. » Il s'effondra en larmes, et Amara s'éloigna, libre. Un an plus tard, Amara se tenait à un événement caritatif comme conférencière invitée. Son père la regardait avec fierté. Elle raconta son histoire sans honte, sans amertume. « J'étais une fille que personne ne voyait, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais le destin ne m'a pas oubliée. » La salle se leva pour l'applaudir. Damian essuya ses larmes, et en la serrant dans ses bras à la fin de son discours, murmura. « Tu es née des cendres, ma fille, et maintenant le monde se lèvera pour t'honorer. » Merci d'avoir suivi ce voyage émotionnel de douleur, de destin et de restauration. La vie d'Amara nous rappelle qu'aucune situation n'est trop désespérée pour que Dieu ne la transforme. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres puissantes histoires africaines pleines de leçons et de rédemption.